Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 14 août, après le double meurtre à Saint-Georges-de-l'Oyapock, c'est un SDF qui est retrouvé mort cette fois à Saint-Laurent-du-Maroni. L'homme a été poignardé la nuit dernière. Son corps a été découvert vers 7 heures ce matin au niveau de la Roche-Bleue au bord du fleuve. La victime, un ancien enseignant devenu toxicomane, était bien connu dans la ville. On revient sur ce fait d'une rare barbarie qui a eu lieu dans la capitale de l'Est. Le corps de 2 hommes du quartier Onozo ont été retrouvés vers 7 heures hier à proximité du village Martin de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Selon la gendarmerie, les victimes présentaient des traces de torture avant d'être calcinées. Le secteur a été quadrillé par la gendarmerie qui mène l'enquête. Il s'agit du 2e meurtre en moins de 10 jours dans la commune. Le 5 août dernier, un jeune homme de 19 ans avait été abattu par balle en pleine rue un dimanche après-midi. Selon Félix Champard, conseiller municipal d'opposition à Saint-Georges-de-l'Oyapock, le trafic de drogue gangrène la commune depuis de longues années. Nous pensons, mais c'est à vérifier, que c'est une question qui est reliée vraisemblablement à la drogue qui circule dans la région. Nous l'avons déjà signalé à maintes reprises. On se bat pour qu'il y ait une prise de conscience de la population, des élus, qu'il faut absolument mettre en place les éléments qu'il faut pour permettre aux jeunes de trouver un emploi, de s'intégrer dans la société et de faire en sorte qu'on puisse éradiquer au fur et à mesure les différentes problématiques dont la drogue, dont nous parlons, l'immigration et toutes ces choses que nous constatons. Et ça, c'est dommage de voir que nos jeunes que nous avons besoin pour justement faire du développement économique et pour s'intégrer, eh bien, se trouvent mêlés à des situations de ce genre qui font que les familles, justement, sont aux abois et ne savent malheureusement qu'utiliser la violence pour pouvoir répondre par la violence. Et puis une réunion de crise s'est tenue hier matin avec le général Jean-Christophe Saint-Yves, commandant de la gendarmerie, et le maire de Saint-Georges-de-l'Oyapock, Georges Elfort, après des courriers adressés aux autorités sur la recrudescence des vols et violences dans la commune. Cette fois, le maire a exigé des moyens supplémentaires, mais également le renforcement de la coopération avec le Brésil. Des élus à l'Élysée hier pour aborder la question des sinistrés du Mont-Baduel. Pour rappel, Gabriel Serville, le président de la CTG, et Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, avaient alerté le président de la République, Emmanuel Macron, concernant cette crise humanitaire et migratoire. L'édile de Cayenne a été reçu hier matin à Paris par Patrice Faure, le directeur de cabinet de l'Élysée. Objectif, prendre des mesures urgentes pour résoudre cette situation. Parmi elles, l'activation d'un plan hors sec hébergement temporaire. Gabriel Serville a participé également à la rencontre en visioconférence. Au-delà de l'urgence de cette situation en particulier, il faudra régler la question de l'immigration en général. Soutient Sandra Trochimara. On l'écoute. Nous attendons la semaine prochaine le temps de l'action. Nous avons quand même demandé d'avoir des réponses le plus rapidement possible, compte tenu des échéances. Aujourd'hui, sur les gymnases qui doivent être libérés, je laisserai le président de la CTG aborder ce sujet concernant ces établissements. Mais la crise, elle est là et il faut agir vite. Et ce sont les solutions qui nous semblent aujourd'hui adaptées, parce que la moitié des sinistrés sont des jeunes majeurs et des mineurs. Le recensement est à plus de 523 mineurs et jeunes majeurs sur les 1100 personnes concernées. Donc ce n'est pas rien. Donc il nous faut agir, bien sûr, sous la responsabilité de l'État, puisque cela relève de sa responsabilité. Et puis les députés de Guyane, Jean-Victor Castor et Davy Riemann, ont participé hier à une réunion de crise en préfecture. Le député Castor a rappelé au préfet les défaillances des services de l'État en matière de régulation de flux migratoires, l'absence quasi totale d'une politique d'accueil adéquate et mise en évidence la difficulté de régulation du séjour et en matière de droit d'asile. Parmi les solutions proposées, la libération du foncier et le financement pour l'aménager sont, dit-il, des réponses immédiates que l'État doit apporter très rapidement, tout en mettant en garde le préfet contre les réquisitions de logements sociaux alors que des personnes sont sur des listes et attendent depuis des années.
Tempête Ernesto, la Guadeloupe repasse en vigilance jaune. Météo France a replacé la Guadeloupe en vigilance jaune après le passage de la tempête tropicale Ernesto qui a provoqué de fortes précipitations mais sans faire de dégâts majeurs. Dans l'archipel, quelques bourgs ont été inondés, occasionnant l'ouverture d'abrissures dans les communes pour les personnes installées en zone inondable et provoquant la fermeture de quelques routes jusqu'à ce mercredi. Selon la préfecture de Guadeloupe, on déplore quelques légers éboulements. Des arbres sur plusieurs chaussées, avait indiqué plus tôt la préfecture. Selon EDF, 400 foyers sont impactés par des pannes d'électricité. 250 clients ne bénéficient pas de leur ligne fixe de téléphone. Et puis concernant les liaisons aériennes, les vols Air France suspendus hier ont repris ce matin. Des tortues classées vulnérables relâchées dans l'Aprouag. 24 tortues podocénides, une espèce classée comme vulnérable au niveau international, ont été relâchées dans le fleuve Aprouag, indique l'OFB, l'Office français de la biodiversité. L'opération a été réalisée avec des agents de l'OFB en partenariat avec l'association des Gratte Tortues Guyane. Les œufs de ces tortues fluviales avaient été l'objet d'une saisie pénale en septembre 2019. Ils avaient été ensuite confiés à l'association des Gratte Tortues Guyane de Roura. Cette association a pour mission de valoriser le patrimoine culturel naturel guyanais. Sur les 399 œufs saisis, 42 ont pu éclore sous incubateur et 24 ont survécu. La tortue appelée Taoulou en Téco et Wayampi est une espèce aquatique en voie de disparition en raison de braconnage de ses œufs et de la perte de ses habitats à cause de l'orpaillage et de la déforestation. Beatmaker, technicien son, ingénieur son, arrangeur ou encore topliner. Si tous ces métiers vous intéressent, l'association AZ Sound, en partenariat avec la ville de Cayenne et la préfecture de Guyane, présente une réunion d'information sur des ateliers des métiers du son ce mercredi de 16h à 18h à la maison de quartier Myrto Dubois à la rénovation urbaine. Harry Mirza est compositeur au sein de la production musicale AZ Sound et membre organisateur de ces ateliers. On le rappelle, il avait obtenu un disque d'or avec l'album Chaos de Kalash et fera partie donc des formateurs qui initieront les jeunes au métier du son. Le but de ce projet est de transmettre un certain savoir-faire guyanais, explique-t-il. Cet après-midi à 16h, nous avons une petite réunion d'information car avec le soutien de la mairie de Cayenne, la préfecture de la Guyane et la CTG, nous avons mis en place des ateliers de octobre à juillet, des ateliers pour les métiers du son en fait, tous les métiers du son, que ce soit pour être compositeur, ingénieur du son, tous les métiers du son que je vais détailler plus longuement cet après-midi à 16h à la Cité de la Rénovation Urbaine. Le but de ces ateliers et de ce projet en lui-même, c'est de vouloir transmettre un certain savoir-faire guyanais qui n'est pas fait en Guyane, en tout cas dans la musique. On n'a pas de formation ou d'école d'audiovisuel en Guyane. Donc le but est de déjà préparer ces jeunes-là, préparer ces jeunes à ce qu'ils puissent demain partir, avoir un bagage pour partir, ou demain être eux-mêmes ingénieurs du son ou produire leur propre musique ou même composer leur propre musique. Qu'ils ne puissent pas à chaque fois partir en prépa, se dire qu'ils doivent partir de zéro avant de partir en France. Le but c'est de préparer vraiment ces jeunes-là à ce qu'ils aient un futur métier sur la musique ou même les métiers de la musique dans la technique aussi. Alors je vous donne rendez-vous cet après-midi entre 16h et 18h pour déjà connaître le programme d'une part, préinscrire ces jeunes-là qui souhaitent participer aux ateliers parce que bon, les places sont limitées. On vous attend nombreux et on espère que vous serez nombreux. Harry Mirza, membre de l'association AZ Sound, il répondait à Linné Berthier. On parle beauté, Miss et Mister Antilles-Guyane sont tous les deux guyanais. Samedi soir avait lieu à Fort-de-France la première élection des Miss et Mister Antilles-Guyane. Un nouveau comité regroupant jeunes filles et jeunes garçons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Le but de cette élection est de faire rayonner la zone Antilles-Guyane à l'international et de mettre en avant les valeurs traditionnelles de nos régions. Et la Miss Antilles-Guyane 2024 s'appelle Naëlie Hider. Elle a 17 ans, elle est originaire de Matoury. Après le bac, elle souhaite devenir hôtesse de l'air. Les premières réactions de cette nouvelle reine de beauté, on l'écoute. Beaucoup de fierté pour commencer et de l'acheminement de beaucoup d'efforts parce que c'était un rêve de petite fille, donc le fait de pouvoir réaliser une quelconque élection en fait et d'avoir pu donc remporter le Graal, ça me fait extrêmement plaisir et je suis énormément fière de moi. C'était stressant parce que j'arrivais toujours pas à y croire en fait. Je me suis dit j'ai gagné, j'ai réussi et
J'ai hâte de pouvoir rentrer chez moi, de pouvoir voir ma famille, que ma famille me félicite, tout ça, mes amis aussi également. Et voir la suite. Mais je suis toujours sous le choc de savoir que c'est moi qui ai gagné. J'ai hâte de voir en tout cas ce qui me réserve pour la suite. Mais de mon côté, je ferai en sorte de démarcher afin de pouvoir faire plusieurs événements avec les gens de chez moi ou même ailleurs quand on se déplacera. Et le Mister Anti-Guyane s'appelle Flançon d'Orville. Il est aussi guyanais, il est âgé de 21 ans, originaire de Rémières-Montjoly. Il est diplômé en comptabilité et gestion et souhaite devenir expert comptable. Sa réaction au micro d'RCI Martinique. C'est un titre qui va me permettre de mettre en avant nos valeurs, nos cultures et notre biodiversité aux Antilles et en Guyane. Lors de l'annoncement que j'étais le Mister, jusqu'à maintenant, j'arrive pas encore à croire. Donc du coup, je suis encore sous l'émotion. Donc pour moi, c'est une fierté de représenter la beauté masculine aux Antilles Guyane. Ça va me permettre aussi de défendre des valeurs sociaux, les valeurs qui me tiennent à cœur. Donc je dirais que ça va au-delà de la beauté et c'est beaucoup plus que ça. Et à quoi va ressembler ton règne? Tu sais un peu, le comité t'a expliqué, qu'est-ce que tu vas faire pendant cette année? J'ai pas encore le programme des activités que je vais faire cette année, mais je pense que je serai amené à me rendre dans des rendez-vous afin de représenter les Antilles et la Guyane, à voyager un peu partout et de défendre aussi des causes qui me tiennent à cœur ensemble avec les dauphines, mais aussi les dauphins. Les réactions recueillies par Mathéo Pasto de nos confrères d'RCI Martinique. Et puis on reste en Martinique toujours alors que 23 000 personnes sont attendues ce mercredi au stade Pierre-Alicard de Dilan pour le concert de Kalash. Un important dispositif de sécurité sera déployé pour encadrer le concert le plus attendu de l'année sur l'île. 240 agents de sécurité, 100 médiateurs, 50 secouristes et médecins, ainsi que 140 policiers et gendarmes qui seront mobilisés pour encadrer l'événement. La préfecture de Martinique assure avoir donné les consignes les plus strictes aux parties prenantes. Allez, on termine du côté du Venezuela. Un rapport de l'ONU met en doute l'intégrité de l'élection présidentielle. Une élection vénézuélienne qui n'a pas fini de faire parler d'elle 2 semaines après le scrutin très controversé, toujours contesté par l'opposition et à l'international. Un groupe de 4 experts électoraux de l'ONU déployé au Venezuela au moment de l'élection a publié mardi soir un rapport préliminaire ébranlant à nouveau la légalité de la réélection du président sortant Nicolás Maduro. Le processus de traitement des résultats par le Conseil national électoral n'a pas été à la hauteur des mesures élémentaires de transparence et d'intégrité qui sont essentielles à la tenue d'élections crédibles, estiment les experts onusiens qui ont remis leurs observations au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le décompte des voix n'a toujours pas été publié par le CNE, assurant avoir été victime d'un piratage informatique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info continue sur les réseaux sociaux et la page internet de Radio Pays.